Si dans une bataille, l'un vend 1000 personnes 1000 fois et l'autre vend soi-même une fois, c'est cet autre qui deviendra le plus grand vainqueur. Bouddha Shakyamuni. Sur notre planète existent des endroits qui sont nourris par des énergies particulières pendant des milliers d'années. Dans ces endroits, on arrive à connaître soi-même plus vite, à connaître soi-même et à trouver une voie qui vous fera accomplir votre mission prédestinée. Le mont Kailash, la sagesse des siècles. Notre équipe grande et unie a commencé son voyage par une rencontre à l'aéroport. Les uns, on ne les a vus que pour la première fois, les autres, on les connaît il y a déjà quelques années, et les tiers sont nos amis pendant quelques vies. Depuis notre première rencontre avec tous, l'amabilité et le positif étaient dans l'air. On est arrivé à l'aéroport de Pékin, et tant qu'on avait quelques heures avant le vol suivant, celui pour Lhasa qui est la capitale de Tibet, on a décidé de ne pas perdre notre temps et on a chanté le sacré mantra Om. Aéroport international de Pékin. Le vol de Pékin à Lhasa. Le temps de la pratique est passé très vite et voilà, on est à célèbre Lhasa. Notre guide tibétain nous rencontre et on va au temple de Samye, le plus vieux monastère de Tibet. Temple de Samye. Pendant les premiers jours, on s'acclimatisait pour une nouvelle altitude, tant qu'on a monté à plus que 3500 mètres. Mais les participants tenaient ferme, et le premier matin déjà, on est venu pour un service au temple de Samye, où chacun a fait sa pratique personnelle. Certains lisaient des mantras, les autres faisaient de pranayama, quelques-uns regardaient des moines lire des sutras d'une voix chantante. Tout ça a été suivi par une visite du temple et une pratique traditionnelle de mantra Om dans une de ces salles. Le premier monastère bouddhique de Tibet a été construit il y a à peu près 1300 années. Il existe une version qui raconte pourquoi Trizon Detsen a prié Padmasambhava de prendre part à sa construction. Lorsque ce premier a essayé de le faire afin d'affirmer l'enseignement de Bouddha sur les terres tibétaines, il ne l'a pas réussi. Donc on lui a conseillé d'inviter Padmasambhava pour réaliser son intention. Il existe une opinion que je partage aussi, que Padmasambhava était une émanation de Bouddha Shakyamuni qui est venu sur notre planète pour protéger une voie de perfectionnement moral. Ce n'est pas par hasard que Tibet a été choisi. C'est ici qu'il a été prédit de conserver plusieurs enseignements pour des générations à venir. Selon la légende, ce que les hommes essayaient de construire chaque journée, les démons détruisaient chaque nuit. Et le seul Padmasambhava a arrivé à leur expliquer par la connaissance et non par la force qu'il était mieux de collaborer mais pas de s'opposer. Dès lors, sa citation se conservait. Lever une grande pierre peut être difficile pour un homme, mais en réuniant leurs efforts, quelques hommes le feront sans peine.
Le soir, on a décidé d'accomplir notre première sortie radiale, de monter encore un peu sur la colline à côté du temple, d'où s'était ouverte une vue panoramique incroyable sur tout Samye. Ici, les participants ont fait de pranayama et de méditation. Altitude de 3700 mètres. Le jour suivant, le trajet pour Lhasa nous attendait, et en passant, on a visité une des cavernes de Padmasambhava à Thimphu, qui nous a donné une montée d'entraînement de plus avant le Kora, ainsi que la possibilité de pratiquer du yoga là, où l'altitude n'est pas encore si grande, et où l'énergie des yogis aide à connaître soi-même. Tous les endroits liés à Padmasambhava sont marqués par la présence des énergies particulières, et des endroits où il pratiquait le plus souvent sont devenus il y a longtemps un but de pèlerins de tous les pays du monde. L'un de ces endroits est la caverne de Thimphu. Ici on peut voir aussi la lumière incroyable depuis des temps de Trizon Datsen qui est issue de son corps. Lhasa, temple de Jokon. Et voilà, on est à Lhasa, une ville étonnante et remarquable. Ici, on peut voir encore des Tibétains qui font la prosternation tout au milieu de la rue autour du temple de Jokon, ainsi que la plus ancienne statue de Bouddha à portée de l'Inde commando de la princesse chinoise, et une statue magnifique de Tara de laquelle il est impossible de retourner le regard. À ses côtés, on avait l'impression qu'il était en vie et accourait au secours de tous les êtres vivants. Le lendemain, on a visité le palais de Potala, la résidence d'hiver de Dalai Lama, qui est aujourd'hui le musée. Le matin et le soir, des participants pratiquaient le Hatha Yoga sur le toit de notre hôtel. La pratique allait bien tant que l'altitude n'était pas encore grande. Pour 2 ans que j'admire cette petite ville, j'ai remarqué des changements. Mais des temples d'ici sont imprégnés de l'énergie de perfectionnement moral. Des praticiens soutenaient pendant des centaines d'années des traditions des mystiques anciens. À Potala sont conservées les énergies de presque tous les Dalai Lama qui sont porteurs de l'enseignement de Bouddha.
Gyantse, Shigatse. Ensuite, notre groupe est allé à Shigatse. On a passé par une petite ville magnifique Gyantse, qui est connue pour son ancien monastère, et le Chartan Kumbum, composant de 108 chambres dans lesquelles se trouvent de différentes statues bouddhiques. Au dernier étage de ce célèbre Chartan se trouve une chambre particulière. Là, on peut voir Bouddha et ses élèves. Les traits des visages de toutes les statues sont soigneusement respectés et nous montrent de différentes nationalités de ces élèves. On voit ici des élèves venant de l'Afrique, de la Scandinavie. Il est remarquable que parmi des élèves se trouvait certains Rahat Vakula. On rencontre toujours ce prénom à l'Ukraine. On peut donc suivre l'expansion géographique de l'enseignement de Bouddha et conclure que des monastères de la Kalmoukie et de Buryatie ne s'y trouvent pas par hasard. En deuxième partie de la journée, on est arrivé à Shigatse. On s'est installé dans un hôtel confortable et sont partis pour visiter un temple principal de la ville, Tashenhulpo. Dans ce temple se trouve la plus grande statue de Bouddha Maitreya. La route. Saga, alentour de Shigatse. Ancien temple détruit. On est de plus en plus proche de Kailash, et les paysages autour sont de plus en plus pittoresques. On fait de longs trajets, mais grâce au tour bien organisé, notre voyage passe avec du confort, et même en route, on fait des pratiques méditatives. On contemple la route, des montagnes, des steppes, le ciel, des nuages, le soleil, des lacs. Tout est magnifique. Les participants aiment beaucoup des arrêts où ils peuvent se communiquer, échanger des impressions, faire des photos. Certains des pratiques plus expérimentées préfèrent de ne pas gaspiller leur énergie pour des bavardages et font le serment de silence pendant le trajet.
Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam L'hôtel à Gouguet. Rivière Sutlej. Royaume Gouguet. Pendant ce jour, on a visité la capitale du royaume très ancien de Gouguet, qui se situe à la hauteur de 3500 mètres. On a vu de nombreuses chambres du temple Tsaparan, d'anciennes villes de sable Dungar et Puyang. Bouddha Shakyamuni. Détruite bibliothèque du temple. Quelques mots sur le royaume de Gouguet. Nombreuses cavernes autour de monastères montrent combien d'ascètes du passé pratiquaient un isolement, ce qui est recommandé par Bouddha lui-même pour la connaissance efficace de soi-même et des recherches des réponses pour des questions qui sont actuelles à résoudre dans cette vie humaine.
Vallée de Garuda. Siri Gurudeve Name. И снова в путь к священной горе Кайлаш. De nouveau en route vers le mont sacré de Kailash. On passe par la fameuse vallée de Garuda qui impressionne par ses vues admirables. On dit que des touristes russes aiment beaucoup ces lieux pour des photos vives qu'on peut faire ici. Je ne suis pas sûre que les plus belles photos viennent de la vallée de Garuda. J'étudiais des écrits de ces lieux qui s'étaient conservés jusqu'à nos jours. Ce qu'ils disent n'est pas du tout si joyeux comme dans des brochures publicitaires. Sur cette place se trouvait l'une des capitales de Tibet ancien, où régnait une religion de Bungre, célèbre de ses rituels sanglants destinés à réaliser des vœux et des passions des hommes. À propos de ce sujet, je recommande d'étudier un livre de 100 000 chants de Milarepa, qui donne l'image de cette époque plus complète. Lac Manasarovar. L'arrêt suivant est le sacré lac Manasarovar, symbolisant la lumière. Pour moment, l'altitude est déjà 4500 mètres. Il existe une croyance qui dit qu'après être baignée dans les eaux de ce lac, toute femme fera venir dans ce monde un enfant extraordinaire d'un grand esprit. Selon une des légendes, quand Alumbini Mahamaya a mis au monde Bouddha Shakyamuni, des dieux les ont ramenés au bord de ce lac afin de laver le corps de Bouddha. La distance entre Lumbini et ce lac fait 1000 km, mais des dieux peuvent les dépasser en un clin d'œil. Tout à côté se situe la chaîne des grottes, dans une desquelles pratiquait Padmasambhava avant de quitter ce monde. On pratique traditionnellement à l'intérieur de cette grotte. Dans des endroits comme celui-ci, l'expérience mythique peut venir très vite. Le Coran. Et voilà, le Coran commence. Le détour du sacré mont Kailash. L'altitude de 4900 mètres. Rivière Serlunchu.
En premier jour, on a dépassé 18 km. Le premier arrêt de Kora se trouve juste en face du côté du nord de Kailash. Certains de nos participants ont décidé d'aller vers le visage du nord de Kailash. Il ne faut monter que pour 300 mètres, mais ce chemin prend 3-4 heures aux voyageurs forts et expérimentés. À leur retour, les gars racontaient aux yeux brillants ce que c'est atteindre Kailash et se retrouver tout près de lui. L'altitude de 100 300 mètres. À vrai dire, je ne sentais pas le temps passer. On avait le but et on marchait tant qu'on avait des forces. On essayait de se tenir en groupe, de ne laisser personne. On avait le guide et le serre-fil. Donc comme ça, en groupe, on a atteint Kailash. Tout le monde a y fait des photos, l'a touché, a senti de la force. Au début, je n'arrivais pas à croire que j'étais là. Maintenant, il est impossible à croire qu'il faut partir. Ces lieux sont particuliers. Bien sûr, ce n'est pas facile de se promener à la hauteur pareille, mais ces surcharges que des participants éprouvent seront largement récompensées en Russie. Je ne voudrais pas affirmer gratuitement la présence de quelques mystiques ici. Des torrents énergétiques, des sensations, des interprétations sont ceux que chacun peut éprouver. Dans des lieux pareils, vous n'avez jamais de lourdes pensées. Deuxième journée de Kora. Le lendemain, on a fait 22 km et a dépassé le col de Dralala, le col de Tara Verte. Le plus haut point de notre itinéraire a fait 5600 mètres. Dépasser ce col est le symbole d'une nouvelle naissance et de la délivrance de tout le karma amassé. C'était pas du tout facile pour certains de nos participants, mais tout le monde appliquait des efforts et soutenait l'un l'autre. Ce col est très bonne épreuve de soi-même. Tu laisses ici toutes les faiblesses, les maladies, l'ignorance.
Il est peu probable que ces énergies qui vous empêchent dans la vie quotidienne supportent ce voyage, et vous allez descendre tout renouvelé. En 13e jour, on a fait 12 km. Après le voyage de la veille, plusieurs participants l'ont pris comme une petite promenade. En chemin, on admirait des paysages magnifiques. Parfois, ils prennent l'air fantastique, irréel, extraordinaire. Et voilà, c'est la fin de Kora. On revient à Derchen, où des participants renouvelés et heureux continuent à se communiquer et échanger des impressions. Un de nos amis, qui accompagne souvent notre groupe, fait de la statistique sur l'influence de Kora sur les vies des gens. Dans 6 mois, la plus grande partie des participants connaît de nouveaux événements positifs. Katmandou. On est donc à célèbre Katmandou. L'altitude est près de 1300 mètres. Des participants sont très encouragés et enthousiasmés. À la fin du voyage, on a organisé le rencontre d'adieu et des échanges des impressions. Beaucoup partageaient leurs émotions, disaient que la pratique dans ces lieux était toute différente de celle d'habitude et qu'ils voulaient y retourner. Les gars se souvenaient le plus de Kora autour de Kailash, aussi que des rencontres d'un groupe, des cours, des conversations, des pratiques de mantra Om. Tous revenaient avec l'attente des changements de leur vie, avec de nouvelles connaissances et espérances. Pour moi, le professeur de yoga qui est très chargé, visiter ces lieux et faire du Kora donne de la force et de l'inspiration pour réaliser de nouveaux projets et aide à soutenir ma pratique personnelle au niveau nécessaire. On pourrait penser que les Russes n'ont rien de commun avec le Tibet, mais selon mes observations, on a conservé en Tibet ces méthodes de perfectionnement moral qui étaient probablement aussi populaires sur le territoire de notre pays. Plus on étudie ce sujet, plus des éprouves on a. Oui, on parle de différentes langues, on a de différentes coutumes et différentes fêtes nationales, mais le nord de la Russie et le Tibet sont beaucoup liés l'un à l'autre. Des signes du soleil, des arabesques dans les métiers populaires restent invariables depuis des siècles. Et même si nos pays sont loin l'un de l'autre, nos traditions de perfectionnement moral se ressemblent beaucoup. En étudiant ce pays, nous pouvons trouver quelque chose d'ancien et oublié en nous-mêmes, ce qui nous aidera à comprendre le monde autour et y trouver notre propre voie. Si vous avez la possibilité de joindre un voyage pareil, ne manquez pas cette chance. À bientôt, dans la mesure du possible.